sur la première ou la deuxième session, il y a une scène où il hésite à mettre fin à sa vie et il invoque un pistolet. Et moi, ils m'ont dit, bon, on n'a pas de pistolet. Tiens, il y a des bananes là-bas. Et il demande à la chargée de prod, il dit, bon, voilà ce que tu fais, Maxence, du coup, tu t'assois. Il n'y a rien, t'as une combinaison moulante, un casque avec le téléphone qui te montre le pire angle possible de ton visage devant toi. Tu t'installes, tu fais tout le truc, tu fais vivre ça en toi. Et là, je tends la main et je vois la chargée de prod derrière qui marche comme ça et qui me pose la banane dans la main. Salut à tous, bienvenue dans Player2, l'émission qui vous fait découvrir des gamers inattendus. Et mon invité cette semaine, c'est Maxence Cazorla. Il est comédien, il a prêté sa voix, son corps et son visage pour le carton vidéoludique de l'année 2025, Clair Obscur, Expédition 33. Bonjour Maxence. Bonjour. Alors, merci d'être là. Déjà, je vais commencer avec une question que je pose en fait toujours en premier à nos invités. C'est quoi ton jeu préféré ? Bon, c'est très subjectif, évidemment. Surtout que je l'ai noté sur ma fiche. Évidemment, alors, je connais déjà la réponse. Ouais, je crois que celui qui a vraiment mon cœur, c'est Uncharted 2. Alors, comment te donner tort ? Déjà, effectivement, c'est un excellent jeu, mais il y a une scène bien particulière qui a marqué beaucoup de joueurs d'Uncharted 2, c'est celle du train, qui est devenue en fait un classique de la série. On l'a même dans le dernier spin-off, The Last Legacy. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce jeu en particulier ? Je crois que c'est arrivé un moment en plus où moi je découvrais les jeux solo narratifs. Et il y avait un peu ce sentiment de je peux être un aventurier qui part à l'autre bout du monde pour chercher les trésors et il peut m'arriver ça. Enfin, il y avait une sorte de liberté et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un peu en lien avec le métier que je fais, mais de pouvoir vivre la vie de quelqu'un d'autre, ouais. De ressentir les émotions, d'être partie prenante de l'histoire. Plutôt que juste simple spectateur. Et ce qui est marrant, c'est que, en effet, la séquence du train est une des plus connues. Mais la deuxième séquence du train qui est plus tard dans le jeu, où il y a une sorte de gameplay de course-poursuite sur le train en marche, pas qui du coup qui se passe juste avant l'ouverture, mais je crois que c'est un des moments de kiff en tant que joueur qui est... je sais pas s'il y en a eu vraiment d'autres. Il y en a eu quelques-uns d'autres, mais vraiment de plaisir de pouvoir vers ce truc, et je me baissais en même temps, j'attendais, il y avait vraiment ce truc, je vivais l'expérience à fond, quoi. Moi je dois admettre que Uncharted 4 reste mon préféré parce qu'en termes de storytelling, de dialogue, enfin d'écriture d'une manière générale, c'est quand même, même je l'ai refait il y a pas très longtemps et je dois dire que le jeu n'a pas pris une ride alors qu'il est sorti il y a 10 ans, donc et c'est vrai que Uncharted 2 a aussi ce succès là d'être d'avoir ce côté où il ne vieillit pas, en tout cas pas trop, à part peut-être graphiquement. Mais même ça, là, en fait, je l'ai fait il y a pas longtemps, je l'ai refait il y a pas longtemps et j'étais surpris. En effet, ça pique un peu les yeux les 30 premières minutes, mais en fait, une fois qu'on est dedans, je trouve que l'immersion, l'histoire et la manière dont ils ont construit le jeu, déjà à l'époque, c'était fou, et encore aujourd'hui, il vieillit pas. Je pense que honnêtement, aujourd'hui, ça reste, en termes d'écriture, une des meilleures sagas du jeu vidéo. Ouais. Ça, c'est une certitude. Mais justement, donc, tu m'as aussi parlé de la saga de The Last of Us. J'en déduis donc que tu es un grand fan de Naughty Dog. Ouais, c'est pas mal. C'est lequel ton préféré entre le 1 et le 2 ? Le 2. Le 2 parce que... Bon, le 1 était absolument incroyable, mais le 2 m'a fait ressentir des choses que je crois, tous médias confondus, j'avais jamais ressenti. En fait, ça m'a obligé à faire des choses. En fait, je crois que les raisons pour lesquelles il a autant divisé, c'est ce qui a fait que moi je l'adorais, dans le sens où je pense qu'une œuvre doit nous faire ressentir des choses, que ce soit positif, négatif, mais à partir du moment où on est énervé, où on n'est pas d'accord et que ça vient titiller quelque chose en nous, j'ai l'impression que le taf est fait, parce que quand on crée quelque chose, c'est pour provoquer des émotions. Et moi, il y a un moment, je spoil pas pour les gens qui l'ont pas fait, mais il y a un moment, le jeu te demande de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Et du coup, j'ai regardé l'écran, j'ai dit non, je le ferai pas. Donc je pose la manette, je reste comme ça pendant 20 minutes en disant non, je ferai rien. Et bon, j'ai quand même un peu envie de savoir ce qui va se passer. Et du coup, le fait que le jeu me force à faire cette chose qui, d'un point de vue moral, moi, était en contradiction totale avec qui je suis, j'ai trouvé ça dingue. Parce que je me suis dit, waouh, ok. Et il y a une deuxième partie dans le jeu, encore une fois, je spoilerai, mais ceux qui l'ont fait sauront, où on switch de point de vue complètement. C'est vrai. Rebelote. J'ai posé la manette en disant, mais vous me ferez pas faire ça, jouer comme ça, c'est mort. Parce qu'on est team de quelque chose, et que le jeu nous force à aller de l'autre côté, alors qu'au début, mais j'avais un pote à moi qui le faisait en même temps, j'étais catégorique. Je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin du jeu, j'étais en mode, bon,
Finalement, parce qu'en fait, Oui, tout l'intérêt de The Last of Us 2, c'est de montrer que le personnage de Ellie, elle est pas gentille, elle est pas méchante Exactement. non plus. Et c'est vrai que de ce côté-là, l'écriture, mais ça ressemble d'une certaine manière à Clair Obscur. On en parlera, on en parle quasiment. Non, pas maintenant. La question suivante, Ok. parce que justement, là. Tu as fait de la motion capture et justement Naughty Dog est connu pour sa motion capture absolument incroyable. Est-ce que en voyant ce qu'avait fait Naughty Dog de ce côté-là, c'est ça qui t'a donné envie de découvrir l'univers de la motion capture? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, je crois même que j'avais aucune idée qu'on pouvait être acteur sur un jeu vidéo. La seule notion que j'avais de la motion capture, moi, c'était les images qu'on voyait d'Avatar, Ouais. les réels qui passaient un peu sur les réseaux. Je crois que je savais que ça existait, mais je m'étais jamais dit en tant qu'acteur, c'est possible et c'est quelque chose que je peux faire. Et en fait, je l'ai découvert en faisant Expédition 33 et je me rappelle vraiment le premier jour sur le plateau. Et c'était assez drôle parce que eux, c'est la première fois qu'ils travaillaient avec des acteurs. Une amie à moi, Estelle Darnaud, qui est celle qui m'a envoyé le casting, elle m'a dit tiens, il y a un casting, elle faisait déjà de la motion capture. Et donc elle était avec moi sur le plateau et eux, ils étaient paniqués parce qu'il y avait plein de problèmes techniques et qu'ils avaient un peu cette appréhension. C'est la première fois qu'ils travaillaient avec des humains et travaillaient les émotions avec les acteurs. Estelle, elle était tellement dans un... Elle connaît le métier, etc., qu'elle était dans son propre prisme de juste du taf. Et moi, j'étais à Disneyland. Moi, je regardais ça et j'étais attends, du coup, là, vous me dites qu'il y a un Évron qui est ici, ok. Là, il y a une cascade là-bas, ok. Et que le fait de tout faire exister dans sa tête et de se dire, pour la première fois, ces personnages dont on a parlé, que ce soit Nathan Drake ou Ellie, d'avoir ces persos que tu incarnes en tant que joueur, de pouvoir l'être pour la première fois en tant qu'acteur, c'était fou. Oui, parce que le métier de comédien en motion capture, enfin, ça doit vraiment pas être facile parce que autant sur un studio de cinéma comme Avengers par exemple, ils vont être sur un fond vert, mais on va quand même avoir des repères un peu plus concrets sur ce que l'on a en face de soi, etc. Mais là, sur la motion capture, parfois, il y a rien du tout. Il y a rien. Et en plus, là, on parle d'un studio qui était une trentaine de personnes. Ils avaient un budget, mais j'imagine qu'ils n'avaient pas le budget d'un Naughty Dog. Mais pour te donner un exemple, sur la première ou la deuxième session, il y a une scène avec Gustave, et je spoil rien parce que c'est le début du jeu. Il y a une scène où il hésite à mettre fin à sa vie et il invoque un pistolet. Et moi, ils m'ont dit bon, on n'a pas de pistolet. Tiens, il y a des bananes là-bas. Et il demande à la chargée de prod. Il dit bon, voilà ce que tu fais, Maxence. Du coup, tu t'assois, tu dois marcher. Là, il y a une pile de corps devant toi. Dis-toi, voilà, t'es vraiment. Puis moi, je découvre le personnage, je découvre le jeu. Tout n'était pas écrit, donc je connaissais pas la fin. Je découvrais l'histoire au fur et à mesure qu'il nous l'a donné, en fait. Donc moi, les infos que j'avais, c'était Gustave. Il veut briser le cycle, l'expédition. Ça s'est très mal passé. Je savais pas encore pourquoi. Et voilà, là, t'es au bout de ta vie. Il faut que tout ça vive en toi. En fait, tout ce qui faisait que tu te levais le matin, c'est terminé. Et donc là, ton dernier recours, t'as tout perdu. Donc tu vois ces corps devant toi, tu t'avances, tu te mets le dos contre cette pile de corps humains morts, tu te laisses tomber par terre, tu regardes ta main, t'invoques ton pistolet, tu te le mets sur la tempe et là, l'une arrive. Sauf que du coup, pour invoquer le pistolet, moi j'ai la chargée de prod. Donc pendant que je dois faire tout ça, imaginer la pile de corps, il n'y a rien, t'as une combinaison moulante, un casque avec le téléphone qui te montre le pire angle possible de ton visage devant toi. Tu t'installes, tu fais tout le truc, tu fais vivre ça en toi. Et là, je tends la main et je vois la chargée de prod derrière qui marche comme ça et qui me pose la banane dans la main. Et tu sais, t'as ce truc de ok, souviens-toi ta formation. Pour donner l'émotion. Et c'est le premier jour. Et en même temps, moi, c'est le truc de me dire, mais ça te ramène à la notion de jeu. Tu sais, quand on est gamin, il y a toujours ce truc de ah, viens, et on dirait que toi, t'es le méchant et que moi. Tu vois, et là, il y avait vraiment ça. Viens, on dit que t'es un héros et que t'es dans un monde qui n'existe pas, avec des créatures dangereuses qui n'existent pas, et t'invoques des trucs, il y a des pouvoirs. Enfin, c'était juste, en tant qu'acteur, ça te reconnecte à l'enfant qui est en toi. Et en effet, il y a la technique. Et tu fais fi de tout ça au bout d'un moment parce que tu t'y habitues, les casques. Mais derrière, il reste juste la partenaire, le jeu et l'imagination, tu vois. Le jeu, ça a été le carton qu'on connaît. Ton expérience a eu droit en fait à un véritable coup de projecteur, mais
pour l'acteur Charlie Cox, mais qui a quand même souhaité te rendre hommage, et tu l'as même rencontré au Game Awards, je crois. Au BAFTA. Au BAFTA. Comment ça s'est passé, enfin, comment est-ce que déjà tu as reçu cet hommage de la part de ce comédien qui n'a prêté que sa voix, et en même temps quand tu l'as rencontré, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ouais, c'est assez fou parce que assez tôt, Guillaume nous a dit qu'on pouvait poster les images de la motion capture. La motion capture n'étant pas en plus, et la motion capture et la performance capture, donc motion capture c'est juste le corps, et performance capture c'est aussi les expressions faciales qui ont été capturées. Et comme on savait que le milieu et l'industrie fait que c'est souvent les voix qui sont mises en lumière avec le marketing, etc. Nous, on avait demandé autorisation à Guillaume de dire est-ce qu'on peut au moins juste publier notre travail sur les réseaux, parce que derrière, nous, ça peut nous permettre on pensait pas du tout au succès ni rien. Nous, on se disait juste, on veut taffer en fait. Donc, si les gens voient pas le taf qu'on a fait, on pourra pas travailler derrière. Donc, il nous avait dit pas de souci. On avait accès aux images. Et du coup, on les a publiées. Les images ont fait les réels que j'ai mis sur Instagram ont fait des millions de vues. Et je trouvais ça fou de voir que en fait, les gens s'intéressaient aussi à l'humain qu'il y avait derrière ces personnages-là. Et donc, pour répondre à ta question, se passe, je crois. 6 mois après la sortie du jeu, 6-7 mois. On est 1 mois ou 2 avant les Game Awards. Et évidemment, pour le grand public, Gustave, c'est Charlie Cox, pour des raisons évidentes, en tout cas à l'international. J'étais OK avec ça. C'est vrai qu'il y avait ce truc aussi de nous, tu sais, de se positionner comment on existe en fait là-dedans, parce que même moi, la motion capture, c'est pas mon métier, dans le sens où mon métier c'est acteur, et donc je découvre la motion capture. Donc tu découvres aussi les aléas de ce qui va avec, dans le sens où quand tu fais de la motion capture, t'es plus considéré comme un cascadeur que comme un acteur, tu vois. Et bref, et un jour, je suis chez moi, mon téléphone vibre et je reçois un message sur Instagram d'un compte, mais avec un nom, pas de photo de profil, parce que Charlie Cox n'est pas sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, il n'est pas sur les réseaux. Et je reçois un message avec un compte un peu bizarre, qui suit personne, qui a 4 followers, et qui me dit « Salut Maxence, c'est Charlie Cox. Je suis tombé sur tes vidéos sur Instagram. Ceci n'est pas mon compte officiel, je n'ai pas les réseaux sociaux, mais je voulais juste te dire que j'ai adoré ton travail. » Et en gros, tout ce qu'il a dit en conférence de presse 4 jours après, il me le dit dans ce message. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Oui, je me dis... Ça aurait pu être Brad Pitt. Mais je me suis dit pareil, bon... Il m'a pas demandé d'argent. C'est ça. Ce que je trouvais bizarre, par contre, c'était de me dire, il a juste envoyé un message pour dire, je voulais juste reconnaître ton travail, te dire que tu avais fait un travail fantastique, et le crédit qu'on me donne pour les quelques heures que j'ai passées en studio, tu devrais le recevoir parce que c'est toi qui as fait le taf. Et je me dis, si quelqu'un veut me faire une blague... C'est un peu bizarre, c'est vrai. C'est juste cool, mais tu vois, mais quand même je le prends avec des pincettes. J'en parle à mon entourage, mais j'en parle pas trop aussi parce que on sait jamais. Et en même temps, à chaque fois que j'en parle, je dis à tout le monde, j'ai le sentiment que c'est lui. Et pour te donner avant de te dire ce qui s'est passé quand on s'est rencontrés, 5 jours après, je suis à Amsterdam à une convention. Pour le coup, invité juste parce que j'ai fait la voix des skis. La plupart des conventions que j'ai faites, c'était plus lié au travail de voix finalement que la motion capture. Et je suis à Amsterdam, on est sur le point de monter sur scène. Et juste avant de monter sur scène, je reçois un message de Guillaume, le réalisateur, qui m'envoie « Bonjour Maxence, un lien Reddit, au revoir Maxence. Bonne journée. » Mais j'ai pas le temps de l'ouvrir. Je range mon téléphone dans ma poche et on part pour 1 heure d'interview sur scène devant des centaines de personnes. Et pendant le panel sur scène, mon téléphone dans ma poche fait bzz, 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 bzz. Mais il ne s'arrête pas pendant 1 heure. Et je me dis putain, quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Mais je peux pas checker parce que moi je pensais que Guillaume m'envoyait une blague sur Reddit, tu vois. Et je sors de scène et là, mon père m'a appelé, ma mère, mon frère, toute ma famille, mes amis. Mec, c'est fou, Charlie Cox a parlé de toi au Mexique en conférence de presse. Il a dit que sa nomination au Game Awards, ça devait être toi. Enfin, et du coup, je découvre tout ça. Et en fait, je découvre que mot pour mot, ce qu'il m'a écrit sur Insta, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il avait dit en conférence. Et c'est là que je me suis dit, bon, ok, c'est vrai. Et on reste en contact, du coup. On s'écrit et viennent les BAFTA. Et au BAFTA, il me dit je serai au BAFTA, est-ce que tu y seras? Je comptais pas y aller, mais du coup, il me dit si tu y es, j'aimerais beaucoup qu'on se rencontre, qu'on prenne un déj ensemble. Du coup, je fais des pieds et des mains, Jarcel, Senfol, Kepler. Je leur dis écoutez, quoi qu'il en coûte, ouais, c'est ça, je m'en fous, je paye mon billet. Mais voilà. Et du coup, j'ai pu aller au BAFTA et incroyable, il m'a donné rendez-vous dans l'hôtel où il logeait. On est allé au restaurant et en fait, c'était juste. Cet homme a mangé au restaurant avec Charlie Cox. Ouais, j'ai essayé de l'inviter. J'ai pas réussi. Mais en fait, c'était juste cool parce que
c'était étonnamment normal en fait. Ouais. On était juste 2 personnes. Et j'ai pu lui raconter en fait moi toute mon aventure sur le jeu et ce qui a fait au moment où, ce qui m'a amené au moment où je lui parle, et lui en fait comment il a vécu le truc, le détachement qu'il avait au début, parce que pour lui les jeux vidéo c'était Mario en fait, il avait pas ce truc là de voir en fait son point de vue et de voir le moment où il a découvert aussi, qu'il me raconte vraiment le contexte de comment il a découvert la vidéo et tout, et de partager ce moment. En fait il y avait une sorte de, tu sais, la boucle est bouclée, Ouais. et c'était juste cool, donc non, c'était trop bien. Alors du coup, Clair-Obscur t'as quand même propulsé sur le devant de la scène, et c'est plutôt cool que Charlie Cox justement mette en avant ce travail-là, parce que on le disait, malheureusement les comédiens de motion capture sont rarement mis en avant, notamment au Game Awards. C'est vrai que ça pourrait être l'occasion de faire une rubrique spéciale en 2026. Mais du coup, grâce à ce succès en convention, etc., tu m'as expliqué que tu allais te lancer sur Twitch. Qu'est-ce que tu vas y faire exactement ? Bah, en fait, le jeu est sorti depuis un peu plus d'1 an là. Je n'ai toujours pas joué au jeu. Ouais, terrible, je terrible. sais. Ça a été une année assez folle. En plus, j'ai travaillé sur le jeu, j'ai créé des scénarios aussi à côté. Parce que comme je vivais pas de l'acting avant Expédition 33, j'en faisais, je gagnais un peu de sous, mais pas assez pour en vivre. Je travaillais aussi en tant que scénariste. Et donc mon activité, quand le jeu a explosé, continuait. Donc il a fallu mener un peu ces 2-3 vies différentes où je continuais de travailler, etc. Et donc, étant toute la journée sur Expédition 33, plus les réseaux sociaux, plus je bossais aussi sur le making-of du jeu, mon taf de scénariste, j'avais plus de vie, et quand j'arrivais le soir et qu'il était 23h, je bouffais du Expédition 33 matin, midi, soir. C'est vrai que j'avais pas le cœur à y retourner et à y jouer. Et je me suis dit, peut-être naïvement, connaissant quasiment tout, en tout cas de l'histoire, pas du gameplay, mais de l'histoire, je me suis dit, si je laisse suffisamment de temps, peut-être que je vais oublier certaines choses et je vais m'autoriser à le redécouvrir. Tu connais la fin. Ouais, compliqué. Mais du coup, je me suis dit, si j'y joue, et oui, pendant des mois, en fait, quand je faisais convention, on n'arrêtait pas de me dire, ce serait cool que tu te streames en train de jouer au jeu. Et l'idée a un peu germé, et c'est vrai que je me suis dit, bah, quitte à le faire, j'aime bien jouer seul aux jeux solo narratifs parce qu'il y a ce côté un peu immersion, mais là, comme tu le dis, je connais l'histoire, je connais la fin, je vais pas être surpris par la narration. Par Donc contre, tu pourras discuter avec la communauté. exactement. Et en fait, là où je vais être surpris, par contre, c'est l'immersion, le gameplay, les combats. Et je me dis, bah ça peut être trop cool de le faire avec les gens qui t'ont porté, parce que nous aujourd'hui, je suis là assis devant toi et je te parle parce que les gens ont aimé le jeu et ont mis la lumière sur notre travail, et du coup il y a un peu ce truc de venez, on vit ce truc là ensemble. Donc donc j'ouvre ma chaîne Twitch et je vais jouer au jeu dessus. Donc On verra. affichera normalement dans la vidéo l'adresse de ta chaîne Twitch. En travaillant sur ton portrait, je suis aussi tombé sur un vieux reportage de France 3 Bretagne. On célèbre nos amis sur Dailymotion. Sur Dailymotion. J'arrive pas à la supprimer cette vidéo. La presse quotidienne régionale. Dans ce documentaire, tu es acteur, réalisateur, scénariste d'un film qui s'appelle L'Indifférence, qui est diffusé au cinéma, ce qui est quand même pas rien. Bon, c'est un petit cinéma, mais quand même. Comment ça t'est venu justement cette passion pour la mise en scène, pour écrire des scénarios, pour l'acting? Est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, t'as toujours voulu le faire, ou est-ce qu'à un moment donné on t'a dit, allez, on fait un petit film amateur et ça te donne ensuite les clés pour la suite? J'avais 15 ans quand j'ai eu ma révélation. C'était un peu cathartique. Ma mère m'emmène voir Blood Diamond au cinéma. Sauf que c'est un samedi soir, j'ai 15 ans, et quand ta mère te propose d'aller au cinéma, comme tout ado qui se respecte, tu dis allez avec maman au cinéma, bon, et j'accepte. Je vais au cinéma, c'est un cinéma d'un petit village dans le sud-ouest, et en gros, tu sais, c'est des cinémas en mode salle des fêtes où les chaises, c'est des chaises en bois, les bobines, ils les reçoivent 6 mois après la sortie en salle, limite Blood Diamond, il sortait quelques semaines après en DVD, tu vois. Du coup, on y va, et j'y vais, je m'installe, je regarde le film, et je peux pas te dire ce qui s'est passé, parce qu'en plus, le film, je l'ai revu, c'est pas le film que tu mets dans ton top 10, forcément, quand tu cites les œuvres du cinéma, mais moi, il s'est passé un truc. J'ai commencé à pleurer pendant le film, et je pleurais, ça partait, ça revenait, et le générique de fin arrive, je pleure. Ma mère comprend rien de ce qui se passe. Elle me dit, bon, c'est un bon film, hein. Et on sort, et j'ai un peu ce truc où je me revois, je regarde les étoiles, et je lui dis, un jour, je veux faire ressentir à quelqu'un ce que j'ai ressenti maintenant. Et il y a un truc, et DiCaprio a incarné pour moi aussi une sorte d'idéal d'acteur que je voulais être et de projet. Et en fait, à la suite de ça, je rentre au lycée, je prends option théâtre en lourde et facultative cinéma. Et là, je rencontre des potes, on achète une caméra DV et on commence à faire nos courts-métrages, en fait. Et quand je les revois aujourd'hui, je les revois avec beaucoup de
de bienveillance, mais c'est marrant parce que tu sais, rien n'était trop gros, rien n'était trop beau. On mettait des musiques de Hans Zimmer avec. On s'était créé un nom, Pam's Pictures Present. Enfin, on voulait tout faire pour de vrai, tu vois, raconter l'histoire d'ado, mais à la sauce Christopher Nolan qui rencontre Spielberg. Et donc pendant seconde, première et terminale, on fait tous ces courts-métrages. Et en terminale, on se dit, on fait un long-métrage. On fait un long métrage. Moi, je déménage. En plus, mes parents partent vivre en Bretagne. Donc, ça m'arrache un peu à mon groupe de potes qui était dans le sud-ouest. Et je leur dis, on fait un long métrage. À l'époque, en plus, il y a eu un fait divers. C'était une vague de suicides. C'était via les réseaux de ces Skyblog, Skyrock. Les gens se rencontraient sur ces réseaux-là et planifiaient leur suicide. Mais ils se connaissaient pas, en fait. Ils se rencontraient dessus. Et des gens qui avaient une sorte de mal-être. Et je me suis dit, ça fait une histoire de ouf. Où on peut jouer deux adolescents qui sont mal dans leur peau pour des raisons différentes. Et puis ça parle aussi d'un sujet, le suicide, qui est assez lourd. Et en plus, en tant qu'ado, il y a plein de problématiques de est-ce que tu parles avec tes parents, est-ce que tu parles avec les profs, est-ce que tu es compris ou pas. Le Skyrock en plus et MSN, c'était les seuls réseaux sociaux qu'il y avait. Il n'y avait pas encore aujourd'hui tout ce qu'il y a. Et on s'est dit, viens, on raconte ces deux histoires-là, ce qui me permet de moi filmer toute une histoire de quelqu'un en Bretagne, toi dans le sud-ouest avec mon meilleur pote Maxime Bernès. Et on fait une sorte de film et à la fin, ils se rencontrent. Et on fait ce truc-là et on a réussi à le faire projeter dans un cinéma. C'était incroyable parce que tu sais, tapis rouge, on invite nos familles, nos amis, nos profs qui jouent dedans. Donc c'était trop bien parce qu'à 18 ans, tu fais un long métrage mais qui est pas produit ni rien, mais tu vois, mais il y avait ce truc de... Ah bah il y a eu le reportage de France 3. Il y a eu un reportage de France 3, donc c'est quand même très bien. Je voulais quand même, juste avant de passer au quiz, te faire un peu parler de la crise actuelle autour de l'IA. On sait notamment dans le domaine du doublage qu'il y a des comédiens qui s'opposent à des clauses de certains éditeurs, puisque c'est des clauses qui en gros permettent à l'éditeur de récupérer les voix pour faire entraîner leur IA. Comment est-ce que tu vois toi cet aspect-là dans un secteur qui est quand même notamment connu comme un secteur précaire? Est-ce que tu soutiens ce combat des comédiens de doublage? Est-ce que tu t'opposes justement à l'utilisation de l'IA? Je suis même admiratif qu'ils aient le cran de refuser des projets. Exactement. Ce que j'allais dire, c'est de rater des opportunités pour défendre ça. Alors, ce que je veux dire est peut-être un peu naïf. Je crois que l'humain, même s'il y a pour un moment ou un autre, tu vois, pour parler de l'acting, pourra peut-être, on parle même, j'avais vu, il y a une actrice complètement IA aux États-Unis. Je crois que pour des raisons purement économiques, les studios pourront faire tout ce qu'ils veulent. Il y a un truc qu'ils pourront jamais enlever, c'est que je crois que nous, en tant que être humain, que ce soit joueur, spectateur de films, de séries, même la musique, on a toujours besoin de s'identifier à quelque chose, à des histoires. Et nous, en tant qu'acteurs, notre jeu, il sera jamais parfait. Parce qu'on est des humains et j'ai l'impression que ce qui est intéressant, en tout cas moi, ce qui me touche dans des histoires et dans des performances, c'est ce côté, tu sais, un peu d'aller voir quelque chose d'imparfait qui nous parle et sur lequel je peux m'identifier parce que la personne que je vois et l'histoire que je vois résonne avec la mienne parce que c'est des gens qui ont vécu des vraies choses. Donc s'il y a tend vers la perfection, je m'inquiète pas trop parce que je pense qu'on pourra pas éviter qu'elle sera utilisée parce que pour toutes les raisons économiques et toutes les raisons politiques économiques qui feront que les studios ou les grandes corporations l'utiliseront. Mais elle ne pourra jamais atteindre le niveau d'imperfection finalement jamais. De l'humain. Alors, on va conclure cet épisode avec notre quiz. Je vous ai fait parler de vos jeux vidéo favoris et j'ai donc préparé un petit quiz très rapide pour savoir si tu les connais vraiment. Attention, il y a une question piège dès la première question. Donc, première question, il faut répondre très rapidement. C'est comment s'appelle vraiment le héros de la saga Uncharted? Non, ça c'est pas gentil, c'est pas bien. Ah, j'avais prévu. Non, non, je sais, je connais que Nathan Drake et je sais qu'il y a un autre prénom, mais ça fait trop longtemps. On le sait dans le 4e épisode. Ouais, non, j'y ai joué trop longtemps. Non, Bon, je vais donner la réponse du coup, c'est Nathan Morgan. Et bah tu vois, c'est ce que j'allais dire. Mais oui, non, mais je l'ai vu. J'ai vu que tu l'as dit au moment où ça m'est venu. C'est ça. Non, mais il faut toujours aider les Il y a de mauvaise foi, c'est important. Ensuite, ça concerne The Last of Us. Ah ouais, du coup, sur quel bras se situe la cicatrice de la morsure d'Ellie? Attends, quel silence, je crois que je peux le savoir. Attends. Attention. Ok, attends, je revois la scène où elle est... peut-être. C'est cruel, hein. Oui, c'est cruel. C'est le principe du quiz. Gauche.
Du coup, non. J'ai eu un léger doute sur le moment quand même, mais non, c'est malheureusement sur le bras droit. On est d'accord que ça, c'est bien le bras gauche. Bien sûr, oui, voilà, on inversera. Qu'est-ce qu'il y a que je ne sache pas ou que je ne sache pas où est ma droite et ma gauche? Et en audio, évidemment, il a montré... Évidemment, j'ai montré mon bras droit. Voilà, oui. ça va de soi. Ensuite, attention pour Expédition 33, cette fois-ci. Qui a créé les gestrales? C'est Cléa. Non, attends, non, c'est les névrons, elle. Non, c'est les névrons. Attends, on est dans le tableau de... Spoiler ou... On peut un peu spoiler, mais pas trop non plus. Ok. Ouais, mais là, c'est gros spoiler, ce que je vais dire. Je sais ce que tu vas dire, oui. mais... Non, j'ai envie de te dire Verseau, mais je pense que c'est pas. Mais c'est ça. C'est Verseau. Ah, ok. C'est Verseau. Ok. Mais oui, mais il faut toujours se faire confiance. Oui, ok, toujours très bien. Confiance. Et enfin, qui dit des fois je suis ouais et des fois je suis bout. C'est un personnage qui est cher à ton cœur. C'est un personnage qui perd ses pierres et qui n'a pas besoin en ivrogne. Exactement. Ça, ouais, on peut le dire sans spoiler, qui est très français et qui est très très aujourd'hui. C'est Esqui. C'est vrai, c'est Esqui évidemment pour lequel tu es régulièrement invité dans les festivals notamment. Eh bien, j'espère que de nombreux fans viendront te voir, notamment pour te huer du fait que tu n'as pas trouvé quel était le vrai nom du héros de la Second Uncharted. Mais j'ai trouvé qui a créé les gestrales. C'est vrai. Bon, ça compense. Ça compense, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup en tout cas Maxence d'être venu dans Player 2. Le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes, mais aussi sur bfmtv.com et YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire quel est votre jeu préféré. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut.